Merci de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce mercredi 19 novembre. Depuis le mardi 18 novembre, le Salon des maires a ouvert ses portes à Paris. Un événement qui permet aux représentants locaux des départements français de venir échanger, de trouver des solutions et des idées pour leur commune. Le loup frappe depuis plusieurs mois dans le département meusien, tuant plus d'une centaine de bêtes. Dépassés, les éleveurs et les syndicats se sont rassemblés pour témoigner et échanger sur la problématique. Les vols dans les églises se multiplient sur le territoire national. Cadenas, vidéosurveillance et fermetures annuelles, les municipalités font en sorte de protéger leurs monuments. Et un point rapide sur la météo. Dans nos départements, la journée s'annonce grise et humide. Les précipitations seront fréquentes, parfois mêlées avec de la neige localement, dans une atmosphère froide et hivernale. Et les températures, vous le voyez, elles resteront basses tout au long de la journée avec des maximales avoisinant les 3 à 6 degrés. Au Salon des maires de Paris, les élus locaux ont fait le plein d'idées et de débats. Santé en tension, sécurité dans les communes et budget serré. Les grandes préoccupations du moment ont rythmé les échanges. À l'heure où les collectivités doivent composer avec moins de moyens et des besoins croissants, ce rendez-vous a permis à de nombreuses municipalités de chercher des solutions concrètes à quelques mois seulement des élections 2026. Nous étions sur place et c'est un reportage de Léo Martin. C'est un événement attendu chaque année par de nombreuses municipalités. Le Salon des maires est de retour et pour cette 107e édition, au Parc des Expositions de Versailles, encore plus de stands et de participants. Des centaines de municipalités et de représentants locaux se sont déplacés pour ce salon. L'objectif, rencontrer et trouver des idées pour leur commune, mais c'est aussi l'occasion de débattre sur certains sujets, la difficulté des territoires ruraux d'attirer des médecins. On charge un certain nombre de compétences qui devraient être prises par l'État devant la désertification médicale, parce que c'est quand même bien ça qu'il faut nommer. Nous cherchons des solutions, et j'ai envie de dire des solutions non seulement à l'échelle locale, mais aussi des solutions à l'échelle, par exemple, comme le disait Quentin, du GHT. En ce qui concerne, nous, notre communauté d'agglomération, on fait un certain nombre de tentatives de séduction, il faut bien dire les choses comme elles sont, et c'est aujourd'hui un défi assez important, parce que chaque communauté ou chaque responsable est en compétition avec le voisin et on sait bien que la lutte est rude. La santé est au cœur des préoccupations des habitants et ça, les élus le sentent bien. À Vitry-le-François comme à Saint-Dizier, les urgences sont de véritables sujets de préoccupation entre fermeture partielle et potentiel arrêt d'activité. Autre point décisif avant les élections de 2026, la sécurité, armement de la police municipale, territoire de sécurité urbain et rural, insécurité. Sur notre plateau, la thématique a animé les débats. Tellement différente, mais le concitoyen ne veut pas savoir si c'est le maire ou l'État ou la police nationale ou autre qui doit gérer la sécurité. Et moi, je crois que si on attend que l'État mette tous les moyens pour le faire, on ne s'en sortira pas. Aujourd'hui, c'est une urgence absolue que de remettre de la sécurité et que la peur change de camp, comme le veut l'expression. Oui. C'est pour ça que nous, on pense qu'il faut qu'on s'engage massivement. C'est ce qu'on appelle la coproduction de sécurité. C'est à un moment, ça marche que si on y est tous. Et donc nous, notre police municipale doit s'engager, vous l'avez dit, on l'a armée, on a augmenté son nombre d'effectifs. C'est exactement le sujet du territoire de sécurité urbain et rural, sur lequel on a débattu ensemble d'ailleurs avec Jean-Pierre Bouquet. C'est jusqu'où devons-nous aller? Et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve le juste milieu. On ne doit pas faire le travail à la place de l'État, et pour autant, on a quand même une part du travail qui doit être fait. Les participants ne pouvaient éviter le sujet qui fait grincer les dents ces derniers temps, la question des budgets. Depuis la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, le Sénat et l'Assemblée nationale n'ont toujours pas voté pour un budget 2026, ce qui représente un frein pour les municipalités. L'État va demander 2 milliards d'euros d'efforts aux collectivités, ce qui ne passe pas auprès des élus. En 24, je dégage 2,4 millions de CAF, d'autofinancement. En 2025, j'en dégage 1,7. Donc, vous voyez, j'ai déjà perdu 500 000, 23% de baisse d'autofinancement. Mais si ça continue, parce que c'est annoncé, ça y est, c'est parti, ça va être beaucoup compliqué pour les communes. Et en particulier pour les territoires industriels, qui sont particulièrement pénalisés. On nous a prélevé l'an passé le DILICO. C'est une espèce de prêt obligatoire qu'on nous rembourserait dans 3 ans. Et puis là, maintenant,
non seulement ça ne va plus devenir un prêt obligatoire, ça va être un prêt sous condition de remboursement, comprendre qu'on ne sera jamais remboursé, mais on va le doubler. Donc nous, on a payé 250 000, on va payer 500 000. Et la DCTP, la dotation de compensation pour la taxe professionnelle, nous allons perdre à nouveau 600 000 euros. Mais à l'aube des élections municipales, ces échanges et ces préoccupations seront forcément au cœur des débats en mars 2026. Et dans ce reportage, vous avez vu le plateau avec nos élus. L'émission complète est à retrouver sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur l'application mobile dès 12h30. Tout autre chose désormais, nous vous en parlions il y a quelques mois. Le loup frappe régulièrement en Haute-Marne, mais n'épargne pas non plus la Meuse. En 2025, plus d'une centaine d'attaques de loups ont été répertoriées dans le département, provoquant la mort de dizaines d'animaux. Les éleveurs se sentent dépassés par les événements et craignent chaque jour de retrouver leur troupeau sans vie. Ce lundi 17 novembre, certains d'entre eux se sont réunis pour parler de la problématique et témoigner. Un reportage de Janice Gallard. Et attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties. Je peux vous dire que ça fait mal au cœur. Je suis pas émotif, mais quand vous tenez des bêtes de 15 mois dans vos jambes et que votre vétérinaire vous dit celle-là on ne peut pas la sauver, eh ben, je peux vous dire que ça vous remet les tripes. 120, c'est le nombre de brebis tuées par des loups dans le département meusien depuis le début de l'année. Un terrible constat pour les éleveurs qui se sentent dépassés. Ces derniers surveillent constamment leurs troupeaux en espérant les retrouver sains et saufs à chaque fois. Le troupeau présent sur cette parcelle a été gravement touché par une attaque. Je ne souhaite pas revivre ça. Donc c'était le 19 janvier 2025. J'ai eu une attaque de loup sur 43 bêtes qui sont dans la pâture qui est juste derrière nous. Là aujourd'hui, il y a 100 bêtes. Et j'avais 43 bêtes et le loup m'a tué en pâture 3 bêtes. On a été obligé d'euthanasier 6 bêtes. Donc c'est quand même crève-cœur. Et une après-midi complète avec le vétérinaire pour recoudre et agrafer 11 bêtes. Certains syndicats et éleveurs concernés par la problématique des loups se sont rassemblés sur cette exploitation attaquée. Un temps d'échange organisé pour que tous se rendent compte de ce que vivent les éleveurs à travers des témoignages. Une manière d'axer la conversation vers le mal-être humain et animal. Certes, le loup tue directement certaines brebis, mais derrière, il en esquinte, il en abîme, il en blesse. Et je ne vous parle même pas de l'impact derrière des brebis qui survivent, mais qui ont avorté et autres. Il y a un impact moral à la fois sur l'éleveur, mais aussi sur les animaux. En Haute-Marne, une meute de loups a attaqué et tué plus de 700 bêtes. Les éleveurs meusiens craignent que la meute se déplace jusque dans le département et provoque une explosion des cas. On a un système qui est la polyculture élevage qui est important en Meuse et qui est adapté à la Meuse. C'est le modèle entre guillemets économique de nos exploitations qui fonctionne bien comme un territoire. On est en zone intermédiaire. Si on laisse réintroduire le loup comme on est en train de le faire en ce moment, c'est les élevages qui vont arrêter parce que les éleveurs ils pourront plus survivre. Donc c'est l'arrêt de l'élevage, c'est la perte de souveraineté alimentaire. Et c'est la perte de notre paysage. Le loup ne doit pas impacter, comme il l'impacte en ce moment, sur les élevages. Les syndicats de la FDSEA souhaitent qu'un cadre réglementaire et rapide soit élaboré afin de réguler le loup. Face à la hausse des vols dans les églises, plus 24% en 3 ans, les communes redoublent de vigilance. En Meuse comme ailleurs, de nombreux édifices restent désormais fermés pour protéger leur patrimoine. Et il y a de nombreuses problématiques qui sont liées, manque de personnel, objets précieux, difficiles à sécuriser ou encore la flambée des prix du métaux. Alors les maires s'adaptent. Certaines mairies décident de verrouiller les églises, d'autres déplacent leurs biens les plus sensibles dans des lieux sécurisés. Un réflexe devenu courant pour préserver les trésors culturels, comme nous le montre Léo Martin. C'est un geste simple, réalisé quelques fois dans l'année. En cause, un manque de personnel, le manque de temps pour les faire visiter, mais aussi et surtout protéger les trésors culturels. Sur les 3 dernières années, les vols dans les églises ont augmenté de 24% sur le territoire français. Cette hausse est due notamment à la flambée des cours des métaux qui composent ces objets liturgiques. Dans cette église, les objets de valeur sont difficiles à protéger. Alors premièrement, l'église est constamment fermée, sauf pour les offices religieux bien sûr, et seulement quelques personnes de la commune possèdent les clés de l'église. Voilà. On n'ouvre pas pour les journées du patrimoine, à moins qu'il y ait des volontaires pour garder
l'église. Et puis on a quand même de très belles choses qu'on n'aimerait pas se faire voler. C'est-à-dire qu'on peut contrôler les allées et venues. On ne refuse pas les visites, bien au contraire, mais ce sont des visites accompagnées. Dans cette autre commune, l'église est elle aussi toujours fermée, sauf lors des événements religieux. Mais plutôt que de garder les objets sur place, une autre solution a été trouvée. Un inventaire avait été fait sur les objets qui avaient de la valeur. La municipalité avait décidé de confier tous ces objets-là au musée d'art sacré à Saint-Miel, qui s'était mis en place. Une vingtaine d'objets tels qu'une chasuble qui a de la valeur, des calices. Je me sens rassuré de savoir que les principaux objets qui ont de la valeur ont été mis en protection au musée d'art sacré. Même si dans nos départements les vols se font rares, la prudence est de mise. D'après la Direction nationale du renseignement territorial, 156 vols ont été recensés entre janvier et juin 2025 en France, soit 55 de plus que l'année précédente sur la même période. Dans les petites communes, il n'est donc plus rare de trouver porte close pour certains édifices. Le prix à payer pour conserver le patrimoine. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, l'invité de la rédaction, aujourd'hui je reçois l'adjoint au lien intergénérationnel et à l'événementiel de la mairie de Saint-Dizier pour nous parler de la foire Sainte-Catherine qui commence le 22 novembre. Et juste après, on en parlait tout à l'heure, l'émission au Salon des maires que nous avons tournée hier à Paris. Vous aurez au programme des débats, des reportages et des duplex et tout ça est à découvrir juste après notre tranche info. Mais tout de suite, la météo.